Cogitation radiophonique. Dans ce troisième et dernier épisode, Alfredo Zenoni revient sur le registre de l'imaginaire qui peut parfois être déprécié et relégué au second plan par rapport à celui du symbolique ou à celui du réel. Alfredo Zenoni oriente notre regard vers l'importance du semblant et de la convivialité dans l'espace de la pratique en institution. Il nous montre à quel point la co-responsabilité est cruciale dans la pratique clinique. Et si la clinique psychiatrique n'était pas une affaire strictement médicale ? Les séries, le cinéma, le théâtre ou la littérature, autant de supports qui viennent donner corps à notre appréhension de la condition humaine. À travers cette référence à la fiction, Zenoni nous invite à penser les destins qui se tissent dans la clinique psychanalytique. Zenoni termine cette rencontre en nous parlant d'une pratique de la présentation clinique et de son intérêt tant pour le patient que pour les jeunes cliniciens à venir. S'il n'est pas noué, l'imaginaire du corps flotte. Ça me va. Les sujets ne tiennent pas ensemble l'unité de son corps. Il y a des sujets schizophrènes, donc, comme vous le savez, soit ils marchent comme des automates, soit ils doivent comme improviser chaque fois comment il faut faire pour marcher. L'imaginaire du corps n'est pas noué au symbolique et au réel. Donc, il est très important que l'imaginaire soit noué. De cas de schizophrénie, notamment, donc il est opportun de trouver avec les sujets des techniques, des pratiques qui permettent au sujet de tenir ensemble son corps. Souvent, ce sont les sujets eux-mêmes qui les trouvent pour tenir ensemble le corps comme unité. Soit, on avait ça au Fayet, on voyait bien, donc soit le sujet qui porte toujours une casquette, ça a pour effet d'unifier. Et ça tient, soit des bracelets, plus volontiers des tatouages. Donc l'imaginaire est important comme les deux autres registres du moment qu'il est noué, justement. Il doit être noué pour permettre au sujet de s'inscrire dans les conventions, les modes de faire de la vie quotidienne, dans les autres. Les dénouages ne se manifestent pas simplement au niveau de l'imaginaire, ça se manifeste aussi au niveau du symbolique. Hein. Donc les sujets qui disent comment faire quand il faut dire bonjour, comment faire pour dire bonjour, est-ce qu'on dit bonjour. Donc tous les moments de la vie sociale qui comportent des conventions non écrites, conventions qui se transmettent, font problème à des sujets pour lesquels justement l'imaginaire n'est pas noué au symbolique. Quand on donne la main, on ne donne pas la main, etc. Donc l'imaginaire est tout aussi d'autant plus qu'à un moment donné, Lacan a plutôt introduit comme grande distinction l'opposition entre semblant et réel. Le semblant étant à la fois symbolique et imaginaire. Et donc, la présence sociale est faite de semblant. Tout d'un coup, en effet, il est apparu que tout était semblant, c'est-à-dire que tout venait à la place d'un réel, le réel d'un trou, par exemple. Tout d'un coup, il est apparu, avant Lacan aussi, que le roi ne faisait qu'était du semblant, que
les monarchies, les autorités, tout ça était du semblant. Des fictions, comme a dit Bentham. Ce sont des signifiants qui ont pour fonction, même dans le niveau de la société, de boucher un trou. Alors, ce trou-là est maintenant bouché par le Parlement, par la démocratie. Et donc, là, on voit bien que c'est du semblant. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du réel, comme un roi qui est roi par droit divin. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher. On fait des guerres pour la succession des trônes. C'est une folie. Le Parlement montre bien que le signifiant maître est du semblant. Donc, imaginaire et symbolique réunifiés, si je puis dire, dans la notion de semblant. La notion d'imaginaire comme telle garde encore un sens, surtout si on la prend justement dans le premier sens de Lacan, qui était le sens du spéculaire. C'est-à-dire du fait que tel enfant de l'antenne fait les choses quand l'autre enfant est là, sinon il ne le fait pas, ou au contraire est persécuté quand l'autre enfant est là. Donc c'est cette relation entre semblables qui est la dimension imaginaire, à laquelle on fait allusion peut-être quand ici on dit méfions-nous de l'imaginaire. Imaginaire, je dis, il faut pas être copain avec le patient. L'axe A'. Parce que nous sommes en présence visive, perceptive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met en question le fait de pratiquer des analyses via Zoom. Peut-être que là, justement, c'est trop exclusivement imaginaire. Encore que pendant le Covid, moi j'ai fait des séances que j'ai appelées intermédiaires de temps en temps avec des patients. Disons que dans la névrose, l'idée, mais tout ça n'est pas non plus un dogme. L'idée, c'est qu'on essaie d'éviter le rapport spéculaire d'image à image. Et donc, on soustrait à l'analysant l'image de l'analyste, l'imaginaire de l'analyste. Par contre, plus volontiers, avec un sujet psychotique, on est en face à face. Mais j'ai mis des psychotiques sur le divan. Il faut faire la distinction entre la notion d'imaginaire comme spéculaire, comme duel, et la notion d'imaginaire comme semblant, comme de l'ordre du semblant. Disons que le corps de l'être parlant est fait de 3 dimensions. Qu'est-ce que ça voudrait dire de supprimer l'imaginaire ? Vivre ensemble. On est cohabitants de la même, co-vivants de la même institution. Même si on part le soir. Encore que là, il y en a qui restent le week-end, la nuit, enfin. Convivialité, non. À moi, au foyer, j'ai pris le point de vue tout à fait opposé. Et donc, j'ai introduit des soirées dansantes. Patients et intervenants. Justement, pour introduire une dimension de semblant. C'est pas parce qu'on danse ensemble, c'est un jeu. Danser ensemble, c'est un jeu. Et donc, sur le sport, les intervenants eux-mêmes jouent au volleyball. Ça, c'était ma spécialité, le volleyball. Et les soirées dansantes, et participer aux ateliers. Le plus évident, c'est à l'hôpital psychiatrique. Donc, là, peut-être qu'introduire une pratique d'orientation analytique
mais qui n'est pas la psychanalyse. C'est une pratique d'orientation analytique à l'hôpital. C'est peut-être pas évident, c'est pas facile, ça dépend beaucoup de la structure, même architectonique de l'hôpital. Hein. Si vous avez des hôpitaux avec des immenses couloirs, avec des chambres individuelles, et puis le salon, enfin la salle à manger, enfin, déjà là, physiquement, c'est difficile de concevoir une sorte de convivialité, là, de pratique à plusieurs à l'hôpital. Mais par contre, dans un centre de jour, on ne voit pas comment on peut ne pas partir de l'hypothèse qu'il s'agit d'introduire une orientation analytique de la pratique de tous les intervenants. Orientation analytique, ça ne veut pas dire tous psychanalystes. Orientation analytique de la clinique d'abord. De ne pas se considérer, parce qu'on est éducateur, de se considérer copain et d'aller avec un résident regarder un match de foot ensemble. Ça me paraît un peu, en effet, quelque chose à exclure. C'est la convivialité dans l'espace de la pratique, de la pratique à plusieurs. Certains stagiaires ont été tentés de prendre chez eux des patients ou de donner leur adresse. Donc, alors on entre dans les détails, mais donc les résidents du foyer n'avaient pas le numéro de téléphone personnel de nous, mais s'ils étaient en vadrouille, ils téléphonaient au foyer, où il y avait des gardes, etc. Enfin, donc, tous les détails pratiques interviennent pour mettre en place quelque chose qui soit un cadre de thérapeutique à plusieurs, où tous ceux qui interagissent avec le résident interagissent. Donc, et comment interagir, comment parler, comment écouter, vaut pour tous les praticiens. La question de quelle présence avoir, comment être présent dans l'atelier où on fait les mêmes choses, certes, mais comment est-ce qu'on commence à raconter ses propres problèmes de cœur? Il faut que tous les intervenants partagent une même responsabilité clinique. Donc, c'est pas qu'il y a le psychologue qui dit ce qu'il faut faire et qui est le seul responsable, ou le psychiatre qui dit. Donc il faut que tous les interagissants avec les patients aient une orientation, c'est-à-dire se sentent co-responsables de la pratique collective. Si vous commencez à faire des distinctions entre lui peut faire ci, lui peut faire ça, non, c'est pour ça que là j'ai aboli ça. J'ai dit donc le psychologue fait aussi la cuisine comme les autres. Une fois par semaine. N'exagérons pas. Non, mais c'est le principe, c'est de jouer au volleyball aussi. Mais surtout de considérer que dans les interactions avec les patients, nous avons, moi psychologue et lui ergothérapeute, la même responsabilité. Mais alors, il faut qu'il ait aussi lui-même un mot à dire. D'où l'importance de la réunion d'équipe, où tout le monde dit son opinion sur la clinique, et puis aussi, ce n'est pas simplement le psychiatre qui dit comment il faut faire avec ses patients. Au foyer, j'ai eu des problèmes avec les psychiatres, parce qu'ils n'acceptaient pas, comme a dit une qui est partie, c'est pas moi qui dirige, c'est Alfredo. Mais je ne dirige pas. Mais quand justement, j'essaie d'inclure les éducateurs et les autres, en somme, dans la discussion clinique, j'avais un peu le rôle, en effet, que vous me faites faire maintenant, un peu d'enseigner. J'avais quelques années d'avance par rapport aux jeunes psychiatres qui arrivaient et qui pensaient venir diriger une équipe. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, pour dire pour inclure tous les
travailleurs dans la même co-responsabilité et donc le même, en quelque sorte, le même droit. Il faut créer une bonne... c'est surtout la convivialité entre les membres de l'équipe. La plupart du temps, les personnes qui travaillent en institution et qui viennent en analyse, ils ne parlent pas des problèmes qu'ils ont avec les patients en institution. Ils parlent des problèmes qu'ils ont avec les collègues. C'est extraordinaire. Donc le travail en institution d'orientation analytique est double. C'est avec les patients et c'est avec les collègues. Mais si vous tombez sur des collègues qui disent ah non, moi c'est pas la convivialité, c'est pas mon truc, dans un centre de jour, ça va faire un problème. On a quand même quelques repères, mais ce sont des repères qu'on a acquis finalement dans la pratique. C'est-à-dire, ça n'existe pas d'appliquer une théorie de la forclusion du nom du père comme ça. Il faut d'abord faire l'expérience de ce que ça a fait pour tel sujet qu'on reçoit, qui nous raconte son histoire. Le fait d'avoir eu un père tyran, qui est aussi une forclusion du nom du père. Et alors, la notion prend une certaine chair clinique. Mais ça, on peut le faire ensemble. L'éducateur qui reçoit le patient qui vient de l'hôpital, qui fait une demande pour venir, etc., il écoute. Et il écoute, s'il a participé avec nous à la même discussion avec d'autres patients, il écoute d'une manière telle qu'il peut ensuite exposer à l'équipe ce qu'il a entendu dans l'entretien d'accueil. Et on rediscute ensemble et on peut vraiment faire un petit schéma au tableau. Il est très important que dans la salle de discussion de l'équipe, il y ait un tableau. C'est plus parlant si vous dites, c'est ici. Donc ici, disons, ici c'est le sujet. Et ici, c'est les autres. Et puis on écrit une flèche qui va de l'autre vers le sujet, ou le contraire, qui va du sujet vers l'autre. Pour parler de l'inversion du transfert, etc., c'est plus efficace. Ça reste dans l'esprit d'avoir des petits schémas, pas des choses compliquées. L'écriture fixe. Donc si on discute d'un programme qu'on doit faire, je sais pas, pour les vacances, on met ça ensemble, on voit sur le tableau, c'est pas seulement le chef éducateur qui note. C'est ça la convivialité, bien comprise. C'est que tout le monde est co-responsable. Et donc, on dessine ensemble au tableau les dates, les choses, les activités qu'on va faire pendant les vacances. Oui, au fond, tout ça, avec la convivialité, d'accord, mais donc il faut que ce soit une convivialité co-responsable. J'ai parfois perturbé des institutions parce qu'ils avaient des réunions des psychiatres et psychologues, et des réunions éducateurs. Et je dis, ça ne va pas. Ça a pourtant l'air allant de soi. C'est comme ça d'ailleurs que les engagements sont faits dans les hôpitaux, dans les institutions. Il faut autant d'infirmiers, autant d'éducateurs, donc au foyer, on a échappé à ça parce que c'était avant que les choses se rigidifient. Et donc on pouvait engager des stagiaires, on pouvait choisir parmi les stagiaires qu'on avait vus, le bon stagiaire. Et comme ça, on crée une équipe, on peut faire une équipe co-responsable. On peut, même si on est autant de kinés, autant de ceci, autant de cela, d'accord,
bon, on peut quand même créer une réunion clinique de tous les intervenants et pas faire deux réunions différentes. Les éducateurs discutent des horaires, je ne sais pas, des choses pratiques, mais ils ont affaire tous les jours aux mêmes patients. Bon, ça a perturbé certains. D'autres nous ont accepté de faire une seule réunion clinique. Puis il peut y avoir c'est pas exclu que des collègues me demandent de discuter d'un patient dont ils sont les référents, par exemple. Mais ce n'était pas du tout institué. Donc, de la même façon, on peut aller au psychiatre, mais ça, c'est un plus. Mais la base, c'est un effet. J'ajoute à co-responsabilité que j'ai utilisé dans mes textes, la convivialité. Mais la convivialité est de responsabilité, en effet. Et donc, les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi. Donc, à un moment donné, par exemple, quand même, certains ont accepté de présenter des textes, même s'ils n'étaient pas psychologues, mais surtout les mêmes droits. Oui, ça, oui. Les mêmes droits, comment dirais-je, thérapeutiques, au sens de la même responsabilité aussi. La consultation a son cadre propre, le fait qu'il est très sobre, tout ça. Et la vie en commun, dans le centre de jour, dans le centre résidentiel, c'est pas la même chose, effectivement. Notre ambition a été d'introduire quelque chose de la psychanalyse, là même où il y a la vie en commun, là même où les patients résident. Les appartements thérapeutiques, les centres de jour, les foyers, introduits. Parce que le patient ne cesse pas d'être psychotique quand il sort du cabinet du psychiatre. Il est aussi avec ses problèmes quand il est avec les éducateurs. Donc, il ne suffit pas simplement de dire à l'éducateur, quand il y a un problème, tu lui dis d'aller voir M. Zenoni. Non, ben, il a affaire avec lui. D'abord, je ne suis pas là toujours, comme le psychiatre n'est pas là toujours. Il y a des centres où le psychiatre vient le vendredi après-midi pour signer les ordonnances. Il y avait une institution ici à Bruxelles, comme le psychiatre venait le vendredi après-midi signer les ordonnances. Enfin, incroyable. Le psychologue, lui, s'en foutait. Enfin, bon, quelque chose a transpiré à travers les stagiaires vers cette institution par après. Ou alors, on ne va pas travailler en institution. Ou alors, tu dis, je travaille uniquement en cabinet, ou alors un centre dans les services de santé mentale, tu as des consultations, c'est tout. Mais tu ne vas pas faire le psychanalyste dans les communautés, dans les lieux de résidence collectifs, perspective, qui part de la clinique quotidienne. D'abord, pour être co-responsable, il faut être co-travailleur. Il faut être... oui. Y mettre un peu du sien. Donc, ne pas trop... oui, donc, parce que moi je suis infirmière, ou moi je suis assistante sociale, donc il y a un côté, on peut se retrancher derrière le diplôme, en effet. Lacan a donné beaucoup d'importance aux fictions littéraires, aux fictions théâtrales. Est-ce que c'est de l'imaginaire? Bon, c'est de l'imaginaire, mais c'est aussi du symbolique.
Et quelque chose du réel est justement cerné par les fictions, par le théâtre tragique, par le roman aussi. Moi, j'écris un petit texte qui va peut-être paraître dans Quarto, où je dis qu'au fond, la meilleure façon de faire passer quelque chose de la clinique psychanalytique dans l'opinion psychiatrique et dans l'opinion tout court, c'est d'avoir recours aux fictions. De faire un séminaire sur un roman avec les psychiatres. Ce que Lacan a fait avec Hamlet, avec les Claudel, avec des tragédies. Mais maintenant, il y a des collègues à Paris qui font ça, mais même à Bruxelles, hein, ils font des soirées cinéma. Mais il faut arriver à faire passer ça chez les psychiatres. Les rendre sensibles au fait que ceux qui se rencontrent dans la clinique psychiatrique est du même ordre que ce qui se passe dans les séries, dans les films, dans le théâtre, dans le roman. Mais l'autre volet, c'est que les psychiatres parviennent à lire les romans en mettant les romans qu'ils lisent ou les séries qu'ils voient en rapport avec la clinique qu'ils rencontrent à l'hôpital. Que c'est pas la clinique qu'ils rencontrent à l'hôpital, c'est pas quelque chose de strictement médical, pour lequel d'ailleurs on n'a pas de grands moyens, mais des moyens suffisants, mais pas de grands moyens. Puisque il n'y a pas de marqueurs biologiques des maladies mentales. Il y a des marqueurs biologiques des maladies neurologiques. Mais donc, les psychiatres prennent le pli, le goût de faire le rapport entre ce qu'ils regardent à la télévision, les séries qui les passionnent, s'ils regardent des séries ou le roman qu'ils lisent, et ceux qu'ils rencontrent à l'hôpital. De sortir comme ça de cet usage rapide, surtout que on va dire que les diagnostics qu'on utilise maintenant sont justement destinés à éviter qu'il y ait tout romanesque, toute dimension historique. C'est bipolaire. Ok. Et alors, bipolaire, voilà, c'est tantôt comme ça, tantôt comme ça. Oui, alors jusqu'à présent, il faut dire que d'abord le patient vient spontanément, enfin on lui demande son accord, il peut rétracter son accord, enfin il peut arrêter l'entretien, c'est déjà arrivé une fois. Donc d'une manière générale, on essaie de faire en sorte que ce soit plutôt une situation de parole. C'est-à-dire que le sujet fait un exposé de lui-même, verbal. Donc il raconte sa vie, il dit ce qui lui est arrivé, et la plupart du temps, c'est la première fois qu'il fait ça, non seulement la présentation de malade, mais aussi la première fois qu'il prend la parole pour vraiment rassembler son histoire. Et en fonction des questions qui lui sont posées aussi, enfin, il peut faire des raccords, il peut... Certains disent c'est la première fois que j'ai dit ça, c'est la première fois que j'ai pu raconter ma vie. Enfin, il faut que le présentateur et ceux qui sont présents créent une ambiance où le sujet a l'occasion de prendre la parole devant le monde, devant l'autre. Il plaide son cas. C'est une audience.
Je dois dire que depuis que de la pratique, c'est-à-dire, je ne sais pas, depuis 30 ans peut-être, ça a toujours été dans ce sens-là. Les patients ont toujours trouvé que c'était l'occasion, s'il y avait des choses qu'il avait oublié de dire, tout d'un coup, etc., mais il en parlait à son psychiatre. Donc c'est une sorte de point de capitaux, justement, dans l'histoire clinique du sujet. Le fait de le dire d'une manière solennel en quelque sorte. Il prend la parole et il plaide son cas. Et, parce que parfois c'est vraiment un plaidoyer contre quelque chose, ou un plaidoyer pour avoir plutôt d'autres droits. Enfin, il prend la parole. Il prend la parole. Et ça, donc, cet effet que je viens de dire, c'est-à-dire des points de capitaux. De quelque chose qui fait, il fait le point, il fait le point de sa vie. D'où il vient, où il est possible d'aller, où il est possible d'aller. D'autre part, il y a l'effet d'enseignement pour les participants. Justement, on fait une petite réunion clinique, déjà avec la présentation faite par le sujet de lui-même, et puis dans la petite discussion qui suit. Donc, est au joint de ces deux fonctions, la présentation des malades, l'occasion donnée au sujet de faire le point, c'est le plus simple, il fait le point, où il en est dans son trajet existentiel et dans son trajet psychiatrique. Et l'enseignement in vivo, si je puis dire, pour les jeunes cliniciens, le fait qu'il y a cette audience donne à sa parole quelque chose de solennel, un point de rassemblement des fils de son existence. Et l'entretien, pour que ça puisse un peu rassembler les différentes dimensions de l'expérience du sujet. Donc sinon, il peut partir uniquement dans la dénonciation de tous les mauvais psychiatres qu'il a rencontrés. Bon, d'accord. Justement, une certaine orientation de l'entretien dans le sens d'une historisation de son expérience. Le début d'une historisation qui peut se poursuivre, alors justement, à la clinique, avec le psychologue, le psychiatre. Mon rôle est clinicien, j'apprends. Mon rôle est clinicien, j'apprends. C'est avec ces mots, qui invitent à la recherche clinique, que nous concluons le 3e et dernier podcast avec Alfredo Zenoni. Cet épisode a été réalisé par Sam Badé au piano et Paul Poulain au micro.